cette webconférence qui est Loïc Tournenouet et qui est donc en notre compagnie. Loïc, je vous propose donc d'introduire cette webconférence. Merci Catherine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 6e webconférence dédiée finalement à la crise sanitaire. Avec Aurélien, en préparant cette webconférence, nous avons décidé finalement de donner la parole à des grands opérateurs finalement pour revenir après 8 semaines de confinement, alors que nous allons retrouver le chemin, on va dire, des organismes de formation, sur revenir avec ces 5 grands opérateurs sur finalement les moyens qu'ils ont mis en place dans cette situation un peu exceptionnelle. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. En fait, on gardera 10 minutes à la fin pour les questions. On va balayer directement donc les 5 témoignages dans l'ordre. En fait, je laisserai chacun se présenter, chacune et chacun se présenter. Donc, on va d'abord avoir un témoignage de Virginie Lassalle de l'AFPA, ensuite Thierry Kosselniak pour le CNAM. Ensuite, nous verrons avec Pascal Michet le 3CABTP. Ensuite, Jérôme Villot du CNED, puis Gilles Bensaïn de FUN. Voilà, donc eh bien, nous allons démarrer sans plus attendre. Donc, je vais vous passer la parole en commençant par Virginie. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Virginie Lassalle, je suis directrice de la pédagogie, de l'accompagnement et de la stratégie numérique à l'AFPA, au sein de la direction de l'ingénierie. Donc, je vais vous présenter en moins de 10 minutes ce que nous avons fait et ce que nous avons vécu lors de cette crise sanitaire. Donc, on va partir du démarrage, c'est-à-dire au début, au moment du confinement, le digital était déjà bien intégré à l'AFPA. Alors, pour cela, si on fait un point de situation au 15 mars, on avait un LMS qui fonctionnait du nom de Métis. Cet LMS est en place depuis 4 ans. Pour information, c'est une base Moodle que nous avons connectée à notre récit d'exploitation. C'est ce qui permet, comme cela, d'avoir une intégration automatique de la planification des formations, de l'inscription des stagiaires et des formateurs, plus un suivi, une traçabilité automatique qui se fait sur cet LMS. Donc cet LMS fonctionne depuis 4 ans, avec différentes versions, une évolution régulière, des mises à jour, une adaptation aux réglementations et de plus en plus de fonctionnalités. Sur cet LMS, sur les formations longues, qui sont les formations au métier, nous avons 120 formations environ. Donc au 15 mars, nous avons 120 formations de 600 à 1800 heures qui sont équipées sur ce parcours. Ces formations sont des formations de niveau entre 3 et 5, avec des parties de digitalisation plus ou moins importantes suivant les métiers. Sur les métiers du tertiaire ou des bureaux d'études, cette digitalisation est forte parce qu'on peut reproduire plus facilement l'acte métier sur un ordinateur. Par contre, sur des métiers du bâtiment, des types peintre, maçon, plombier, il n'y a qu'une partie des formations qui sont digitalisées puisque la plupart de la formation se place sur un plateau technique. Donc, environ 120 formations à des métiers qui sont présentes sur cette plateforme. Ce que nous avons aussi sur cette plateforme, c'est des formations beaucoup plus courtes et beaucoup de modules transverses. Ces modules transverses s'adressant à l'ensemble des formations. Ça peut être des modules du type période d'intégration, recherche d'emploi ou des sensibilisations que nous avons aussi à la mixité ou au handicap, que nous pouvons mettre à disposition des formateurs et des stagiaires, quels que soient les métiers préparés. Donc cette plateforme fonctionne bien. En parallèle, nous avons un dispositif de formation composé d'une formation à distance, d'un SPOC et d'ateliers thématiques. Ce dispositif est un dispositif complètement blended, même carrément tout à distance,
Au départ, nous avions une partie en présentiel et au fur et à mesure que les personnes sont montées en compétences, nous avions une prise en main complètement à distance, des ateliers thématiques hebdomadaires où les formateurs ont la possibilité de se connecter comme ils le souhaitent et un perfectionnement plutôt basé sur l'échange de pratiques en présentiel s'ils le souhaitent. Ce dispositif fonctionne depuis 4 ans avec des évolutions aussi, de fortes évolutions entre le moment où il fallait faire découvrir la plateforme et 3 ans plus tard où elle était connue et utilisée, les formations ont évolué. Et on arrive à peu près à un bilan de 3000 formateurs formés en 3 ans. Voilà. Au moment de la crise sanitaire, les centres ont fermé du jour au lendemain, hein, comme tout le monde. Et on s'est retrouvé donc le lundi en sachant qu'on était confiné à partir du mardi, que tout devait fermer, qu'on devait renvoyer les stagiaires chez eux. Et ça a été une vraie problématique de poursuite des apprentissages. Alors, différentes situations. Pour les formations qui pouvaient facilement se délocaliser, se faire à distance parce que la situation métier, les mises en situation métier pouvaient se passer à travers un ordinateur très rapidement, les choses se sont mises en place. Par contre, il a fallu négocier des accords avec les financeurs pour tous les métiers où il y avait plus de difficultés à cette poursuite pédagogique. Et on s'est retrouvé, par les régions et les centres, par une demande urgente de remise à niveau et de prise en main. Voilà. Donc cette demande de remise à niveau et de prise en main, il a fallu l'organiser. Et c'est ce que je vais vous présenter. Alors, on a décidé de réagir vite, et quand je dis vite, c'est en 24 heures. Hein. Enfin, la première semaine, tout a été réglé. Donc, réactivité, on a mis en place un dispositif national. On avait le choix, soit du national, soit du régional. On a préféré mettre un dispositif, donc toutes les personnes qui pouvaient former sur Métis, sur la plateforme, ont été mobilisées. Enfin, on en a mobilisé une partie parce que tout le monde avait des tâches un peu différentes. Et on a créé une équipe de 34 animateurs. C'était des personnes de profils totalement différents, mais expérimentées, qui avaient déjà vécu la formation à distance et qui pouvaient ainsi accompagner leurs collègues et formateurs. On a monté 4 ateliers. Alors, je vais vous présenter le dispositif et je reviendrai sur cette slide. Voilà, on a monté 4 ateliers. Alors, on a appelé le dispositif Rapide Digital Formateur. Pourquoi rapide? Parce qu'il fallait que les personnes soient opérationnelles de suite. Il a fallu sélectionner les fonctionnalités les plus vitales. C'était important de faire un choix et c'est notre expérience qui nous a permis de faire des choix parce qu'il fallait que les formateurs, suite à un premier atelier qui s'appelait Back to Basics, puissent utiliser la plateforme avec les stagiaires connectés et permettre la continuité pédagogique. Donc, on a fait un premier atelier sur une demi-journée et où, à la sortie de cette demi-journée, les formateurs pouvaient utiliser dans des fonctionnalités simples la plateforme. Un deuxième atelier, c'était l'utilisation et l'animation d'une classe virtuelle. C'est-à-dire que pour les formations qui étaient les plus techniques, celles qui nécessitaient vraiment un plateau, on a privilégié un lien qui est un lien visuel, un lien d'animation via les classes virtuelles. On s'est dit que c'était le plus simple à mettre en œuvre pour permettre la continuité pédagogique. Cette classe virtuelle, sur notre plateforme, c'est Blackboard. L'atelier 3, c'est le suivi du parcours et la traçabilité. En effet, il a fallu très vite, on a négocié avec les financeurs ce qu'ils souhaitaient dans ce cadre-là, c'était une nouveauté pour tout le monde, hein, si on se remet à 2 mois en arrière. Donc on a négocié avec eux qu'est-ce qu'ils souhaitaient comme trace, en sachant que c'était une situation d'urgence pour tout le monde. Donc en fonction de ce que nous ont dit les financeurs, alors ça varie un petit peu avec les régions, suivant les régions, on a mis en place cette traçabilité. Et le dernier cet atelier, c'était animer et accompagner une communauté d'apprenants. Alors là, on est allé sur quelque chose d'un petit peu plus long, d'un petit peu plus compliqué. Et dans ce cadre-là, on a monté un atelier un petit peu plus complexe. C'était pour les personnes plutôt qui avaient déjà une première maîtrise et qui voulaient aller un peu plus loin.
Voilà. Et nous avons mis en place un atelier d'analyse de pratique qui ne s'est pas déroulé les premières semaines, mais qui s'est déroulé quelques semaines après pour qu'ils puissent avoir un échange et une dynamique qui se mette autour de cette réactivité, de ce dispositif réactif. Donc, il y a eu, sur ces 298 ateliers ont été animés. Les premières semaines, on faisait 4 ateliers par jour. Alors, le mode de fonctionnement, c'était le matin, on organisait une classe virtuelle pour la connexion, pour tester les connexions, puisque vous savez, les formateurs se sont retrouvés à domicile sans préparation. Donc, la première chose qu'il fallait qu'on vérifie, c'est qu'ils soient capables de se connecter avec tous les problèmes qu'on pouvait avoir comme type de connexion les premières semaines du confinement. Donc, il y avait une matinée où les personnes se connectaient quand elles souhaitaient et une personne qui les aidait à paramétrer micro, casque et tous ces éléments-là pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions l'atelier de l'après-midi. Donc, on a fait un dispositif où les ateliers étaient les mêmes pour tout le monde, animés par des personnes différentes. Donc, 298 ateliers animés et 1500 formateurs ont suivi au moins un atelier. Alors, l'AFPA, c'est environ 4000 formateurs. On en avait formé 3000, mais bon, avec les systèmes de CDD et de remplacement et autres, on a formé cette fois-ci 1500 formateurs en environ moins de 4 semaines. Voilà. Merci Virginie. Si tu peux finir en à peu près une minute, parce qu'on a débordé un petit peu là déjà. D'accord, je finis tout de suite. Alors, le résultat et l'analyse de cette mise en place de ce dispositif, c'est que le 25 mai, les stagiaires reviennent. Mais l'aventure n'est pas terminée parce que tout le monde ne reprendra pas en présentiel et pas tout le temps en présentiel. On s'est rendu compte que ce dispositif avait eu un grand succès. Donc, nous avons décidé de mettre en place une cellule d'appui pédagogique, un appui pédagogique numérique. Et là, nous sommes en train de construire une cellule qui formera et qui répondra aux questions de l'ensemble des formateurs et des accompagnateurs dont le service est digitalisé. En effet, pour accompagner le changement dans la durée, de ce dispositif qui a été un dispositif de réaction, on en fait quelque chose de plus pérenne et on fait une expérimentation jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà, avec des différences, mais en se basant sur la même dynamique d'écoute et de réactivité. Merci Virginie. On comprend bien que la problématique d'accompagnement des formateurs est centrale et vitale. Donc on va passer la parole maintenant à Thierry qui va nous présenter ce que le CNAM a mis en place. Thierry, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Thierry Koscielniak et j'ai la responsabilité de la Direction nationale des usages du numérique au CNAM, qui répond sous le 12 acronyme de DNA. Donc pour vous parler de la problématique de la formation et surtout de l'accompagnement à distance pendant et après le confinement, les missions de la DNA sont d'accompagner les enseignants du CNAM aux usages du numérique et aussi de produire un certain nombre de ressources, en particulier des MOOC. Donc je vous ai indiqué quelques chiffres clés. 55 000 auditeurs sur le réseau national du CNAM, aussi bien sur le territoire métropolitain qu'ultramarin. Et 40% de ces auditeurs suivent un cours en ligne avec des ressources numériques sur nos serveurs. On a 5 300 unités d'enseignement, dont 30% sont d'ores et déjà à distance. Ça, ce sont les chiffres avant confinement. Quand je dis d'ores et déjà, effectivement, je vous donnerai quelques éléments à la fin par rapport à l'évolution de cette offre de formation à distance. Et enfin, nous avons produit depuis 4 ans 55 MOOC sur Fun, dans le cadre aussi de la mission de la diffusion de la culture scientifique et technique du CNAM à travers à la fois son musée et ses MOOC. Et je salue Gilles Ben Saïd qui va parler après de la plateforme Fun. Donc, je vais illustrer mon propos à partir de trois chapitres. Sur ce plan de continuité pédagogique,
Je vais vous parler des ressources que nous avions, qui étaient à notre disposition, aussi bien les ressources humaines que les ressources techniques. Ensuite, quelles ont été les actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce plan de continuité. Et enfin, les initiatives en termes de mise à disposition, de mutualisation des ressources ouvertes à tous, qui ont été proposées par le CNAM, toujours dans le cadre de ce plan de continuité. Vous voyez l'emblème du CNAM avec sa devise, Omnes docet ubique, qui se traduit par il enseigne à tous partout, qui est la plus parfaite illustration de la formation ouverte à distance. Donc, je suis ravi à chaque fois que je vois cette devise du CNAM affichée, je la mets dès que je peux. Donc, les ressources. Il y a 2 équipes nationales qui travaillent pour l'accompagnement à la fois des enseignants et la mise en place des outils. Donc à l'ADNA, l'équipe Open pour accompagnement aux usages à la pédagogie et au numérique, et le LabsBN qui est notre unité nationale pour opérer la salle machine, les différents serveurs, tous les serveurs de la plateforme de notre espace numérique de formation sont internalisés. Nous avons aussi une équipe à Paris qui gère évidemment toute la partie des serveurs des services centraux, donc une DSI. Et je tiens à rendre hommage à toutes ces personnes, tous ces personnels du CNAM, parce que c'est vraiment leur engagement total et leur conscience professionnelle qui a fait que la première semaine qui, comme tout le monde, a été extrêmement tendue quand tout le monde s'est retrouvé chez soi en mode télétravail. Il a fallu à la fois distribuer des ordinateurs, à la fois préparer la migration des cours présentiels vers le distanciel, la prise en main des classes virtuelles, la prise en main de l'outil de la plateforme. Donc ça a été possible à la fois grâce aux ressources techniques et surtout grâce au personnel qui était derrière. Donc les ressources en termes de serveurs, nous avons un serveur Moodle, comme à l'AFPA et comme dans la quasi-totalité des universités publiques françaises. Et les classes virtuelles sont opérées par BBB, Big Blue Button, et comme je disais, sur des serveurs qui sont dans la salle machine du CNAM. Alors pour vous donner un ordre d'idée de ce qui s'est passé au moment où tout le monde s'est retrouvé confiné, on est passé de 60 classes virtuelles quotidiennes sur la totalité du réseau national à 900 classes virtuelles quotidiennes. Donc vous imaginez bien le stress des serveurs, jongler attribuer des serveurs directement à certains centres qui étaient beaucoup plus consommateurs que d'autres. Donc ça a été toute une ingénierie de systèmes et réseaux qui a été magistralement réussie. En tant que service qui là pour le coup ne sont pas opérés par le CNAM, nous avions aussi Office 365 généralisé dans le cadre de ce confinement. Donc maintenant toutes les réunions se font via des visio Teams et Office Online est utilisé totalement. Alors, le plan de continuité en action, eh bien, l'équipe Open a, depuis, pendant ces 55 jours, effectué 30 webinaires donc pour expliquer pas à pas et petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la prise en main de l'espace numérique de formation de Moodle. Ces webinaires étaient évidemment destinés préférentiellement à tous les enseignants qui, jusqu'à présent, faisaient leurs cours en présentiel. Mais nous avons eu la chance d'avoir anticipé l'ouverture complète de tous les cours CNAM et
était référencé dans Moodle. C'est-à-dire que un cours présentiel avait toujours son espace Moodle ouvert dans la mesure où certains l'utilisent en hybride. Certains ne l'utilisaient pas du tout, mais ils avaient au moins la possibilité rapidement d'utiliser cette salle et tous leurs auditeurs y étaient inscrits automatiquement. Donc, ces webinaires, comme je le disais, ont évolué au cours du temps, après avoir formé au socle qui était l'espace numérique de formation à travers Moodle, les classes virtuelles Big Blue Button. Il y a eu aussi des formations à l'utilisation du Media Server, dont je vais parler dans quelques instants, donc du serveur vidéo. Et en ce moment, évidemment, la grande question, c'est l'évaluation à distance, puisque la décision a été prise de faire toutes les évaluations de fin de deuxième semestre, donc ça va se situer vers la fin juin, entièrement à distance. Donc les équipes de la DNA et au national avec nos collègues du Living Lab au Pays de la Loire ont travaillé sur des tutoriels en ligne avec des boîtes à outils. Je vous ai mis une petite copie d'écran de tous ces tutoriels qui sont sur le site du Living Lab. Alors comme je disais il y a quelques instants, nous avons eu la chance de mettre en place un nouveau serveur vidéo en début d'année. On était en train de terminer sa mise en place et de préparer le transfert des vidéos. Et en fait, il y a 8000 vidéos qui ont été transférées depuis le début de la crise sur ce nouveau serveur vidéo opéré par Ubicast. Et je tenais à remercier les équipes d'Ubicast pour leur extrême réactivité dans ces moments compliqués. On se félicite jusqu'à présent d'avoir fait un choix d'un nouveau serveur avec du rich media pour les lecteurs vidéo. Et enfin, donc l'effet du plan de continuité par rapport aux cours en présentiel, ça a été que 93% des cours du CNAM qui étaient jusqu'à présent en présentiel ont basculé en formation entièrement à distance, avec des scénarisations qui étaient assez sommaires puisqu'il s'agissait de mettre bout à bout les classes virtuelles avec un certain nombre de documents. N'empêche qu'il y a certains cours qui ont une qualité de scénarisation digne d'une FOAD qui aurait été pensée dès le début et non pas en présentiel. Donc 93% des cours, le différentiel, c'est tous les TP, c'est essentiellement tous les sciences expérimentales qui n'ont pas pu basculer sur le distanciel. Et donc, comme je parlais de 30% des cours à distance avant, donc là, on est sur 95% des cours du CNAM qui aujourd'hui sont sur nos serveurs. Donc, pour terminer, je citerai les ressources qui sont ouvertes à tous, pas seulement aux auditeurs du CNAM. Donc, tous les tutoriels et les fiches méthodologiques sont sur le serveur national du Living Lab SOFA. Donc, vous y trouverez les tutoriels qui ont été élaborés avant et pendant la crise, ainsi qu'un certain nombre de fiches méthodologiques, comment enseigner avec la formation à distance. Les 46 MOOC, donc parmi les 55, 46 MOOC du CNAM ont été ouverts sur Fun, donc vous avez accès à ces 46 MOOC. Donc j'ai mis les liens pour que vous puissiez ensuite vous connecter. Et évidemment, il y a un grand regain de connexion sur tous ces MOOC actuellement. Et enfin, depuis le 20 avril, nous avons ouvert une opération qui s'appelle Auditeurs libres, sur le principe des auditeurs libres du CNAM qui peuvent assister à des cours présentiels, venir dans les amphis de façon libre et gratuite, mais sans pouvoir passer l'examen. Nous avons ouvert la formation ouverte à distance du CNAM
à un certain nombre de places évidemment limitées, puisque nous ne pouvions pas mettre en place ce dispositif sur la totalité de l'offre, mais en allant sur la page dédiée du site du CNAM, vous pouvez prétendre à suivre un cours par personne, parce que évidemment les places sont limitées, comme je le disais. Et donc après une première vague de cours ouverts, là, nous avons ouvert depuis jeudi dernier une deuxième phase de cette opération auditeur libre qui connaît un franc succès. Donc voilà, c'était le témoignage de la façon dont le CNAM a mis en place un plan de continuité pédagogique et l'a opéré. Pardon, je finis avec une dernière diapo qui, je ne sais pas où j'en étais de mon temps de parole, capitaliser après le confinement, c'est très important évidemment, puisque on va avoir une évolution du métier des ingénieurs pédagogiques, hein, le réseau des ingénieurs pédagogiques et audiovisualistes de l'enseignement supérieur qui s'appelle l'ANSTIA s'empare de cette question. Avant, un ingénieur pédagogique était plutôt dans une posture d'accompagnement avec beaucoup de apprendre à utiliser l'outil, le potentiel de l'outil. Là, on se retrouve avec des enseignants qui ont tous mis la main à la pâte de façon forcée. Et donc, ce métier va forcément évoluer et on est en train de réfléchir à la façon dont les ingénieurs pédagogiques vont passer dans un mode de conseil en scénarisation de formation à distance et capitaliser donc sur ces pratiques qui ont été mises en place pendant la crise. Merci de votre attention. Merci Thierry. Donc on va passer au BTP avec Pascal. Oui. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Et bien, on attaque. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Pascal Michet. Je suis responsable du pôle ingénierie innovation pédagogique au sein du 3CA. Peut-être dire deux mots du 3CA pour les gens qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est une association nationale professionnelle et paritaire qui est gérée par des fédérations professionnelles d'employeurs et d'organismes syndicaux de salariés du secteur. On a en charge de coordonner et mettre en place les politiques de formation professionnelle initiale uniquement par l'apprentissage pour les métiers du BTP, qui sont définis par nos partenaires sociaux de la branche du BTP. On représente environ 70 apprentis en formation d'alternance dans les métiers du BTP. Donc en début de période de confinement, on s'est vraiment mobilisé pour proposer aux organismes de formation des métiers du BTP un dispositif exceptionnel d'accompagnement et de conseil pour les aider à mettre en place des modalités de formation à distance. Malgré que ça existe déjà dans beaucoup de nos centres de formation, certains étaient un petit peu à la peine, on va dire. Donc on s'est vraiment mobilisé auprès d'eux. On a commencé par mettre en place une enquête auprès de l'ensemble de ces organismes de formation en leur demandant une réponse assez rapide pour pouvoir cibler leurs besoins et leurs accompagnements. Et en parallèle, c'est ce que vous voyez là, on a mis en place sur notre site du 3CA, vous pouvez aller effectivement consulter toutes ces données, l'ensemble de ressources pédagogiques permettant de mettre en place des formations à distance pour les apprentis. On les a décomposées en 4 rubriques. La première qui touche tout ce qui est l'enseignement général. On peut retrouver dans cette rubrique des modules ou des tutoriels sur les mathématiques, les sciences, une typographie sur tout ce qui touche au français, des outils sur les thématiques du FLE, sur la thématique de CLEA aussi, sur les compétences de base, ainsi que sur les thématiques des arts appliqués, et puis des informations aussi sur le site Passerelle. C'est un site qui a été co-construit avec la BNF et qui permet en fin de compte de tisser des liens entre l'univers professionnel du BTP et puis le champ culturel et patrimonial à la fois. Donc c'est un site qui constitue pour nous un outil de médiation et de formation numérique qui est accessible à tous, et qui rencontre en fin de compte de plus en plus de succès. Là maintenant, pas loin de 7 ou 8 ans que nous sommes attelés à cette tâche avec la BNF. On a vraiment travaillé de concert avec eux pour créer cet univers qui permet en fin de compte de travailler sur la culture des métiers et de valoriser les métiers soit par plusieurs entrées, soit par le métier par lui-même, soit par des ouvrages d'art,
ou par des époques, par des siècles. Alors on a vraiment une fréquentation qui est en augmentation. On est passé d'une augmentation de 193% sur l'année dernière, avec un nombre de pages qui ont été vues qui s'élève à 852 000 de mémoire, sans dire de bêtises. Et puis depuis le confinement, on a un nombre de pages de consultation qui est en augmentation assez importante. Juste comme ça, une petite anecdote. Quand il y a eu le problème sur Notre-Dame de Paris qui a pris feu, en fin de compte, on s'est aperçu que dans le mois d'avril 2019, on a eu une augmentation de plus de 300% des consultations des pages du site Passerelle, avec 60% qui étaient dédiés à Notre-Dame. Vous voyez quand même que les gens s'intéressent au patrimoine et à la culture historique de la France. La partie enseignement professionnel, donc là on a mis en place pour chaque filière BTP une cytographie où on peut retrouver l'ensemble des sites nécessaires, avoir des informations qui sont d'actualité pour proposer des séquences d'apprentissage et des contenus. On a aussi mis en place une fiche méthodologique de suivi des actions de formation en entreprise, parce qu'on s'est aperçu, un peu par surprise d'ailleurs, que certains apprentis dans le bâtiment continuaient, malgré le confinement, à aller sur les chantiers avec leurs entreprises. C'est plutôt des petites entreprises pour le coup. Donc on a mis ce guide méthodologique pour accompagner cette période-là. Et puis l'ensemble des ressources pédagogiques pour les différentes filières et les différents métiers du BTP, avec un gros volet sur le processus BIM, qui est en fin de compte l'interaction de l'ensemble des métiers sur un chantier. Et on a mis en place depuis 2013 avec la société Allplan un partenariat qui nous permet de mettre à disposition des formateurs et des apprentis des plateformes avec des maquettes numériques. Et donc pendant le confinement, Allplan a augmenté ses accès et a donné accès gratuitement à l'ensemble des formateurs et des apprentis sur ces maquettes, mais aussi participer à des webinaires, des tutos ou autres outils. Hein, pour nous, ça a permis de renforcer la qualité de la formation de ces apprenants sur cette thématique-là et puis de favoriser leur réussite. On a aussi mis en place ce qu'on appelle une team BIM avec des formateurs qui participent à la création de modules qui sont d'ailleurs mutualisables et intégrés dans notre plateforme Elements. Donc ça s'était renforcé pendant la période de confinement. Et il y a tout un volet sur la santé et la sécurité au travail qui est vraiment très très important. Il y a un instant, on parle des métiers du bâtiment. On a mis à disposition les différents supports et les différents outils que l'on a travaillé avec nos partenaires que sont l'OPPTP et l'INRS, avec des guides méthodologiques pour construire des outils de prévention. Même le processus pour aller s'inscrire en tant que formateur sur cette plateforme. On s'est aperçu pendant le confinement que bon nombre de formateurs n'étaient pas inscrits sur cette plateforme et n'avaient pas les bonnes informations. Donc on a fait un travail de renforcement auprès de ces formateurs. Et puis un petit guide aussi méthodologique d'utilisation des tutoriels de prévention pédagogique de l'INRS. Et on a mis à disposition aussi toute une cytographie qui touche la santé et la sécurité au travail. Voilà, on va passer sur le slide suivant. Alors, effectivement, le plan d'action que nous avons mis au service des organismes de formation du BTP, on a surtout mis l'accent sur la quatrième rubrique qui touche la formation à distance avec la mise à disposition de nos outils numériques et digitaux. Alors, il y en a plusieurs au sein du 3CA BTP, il y en a deux qui ont rencontré un franc succès. Le premier, c'est un outil maison qui s'appelle NetParcours Alternance. Alors cet outil, il a été conçu par les utilisateurs eux-mêmes, par les apprentis, des entreprises et des formateurs. Et c'est une application web où tout se fait en ligne. Cette application est responsive design et on peut l'utiliser sur n'importe quel type de support, PC, tablette, smartphone. Et puis NPA s'inscrit totalement dans le processus que l'on veut mettre en place sur la formation en alternance. Elle permet entre autres de planifier et d'actualiser les activités de nos jeunes, aussi bien l'entreprise qu'au CFA, d'organiser cette formation au CFA et surtout c'est important de suivre et tracer le parcours de chaque apprenant pendant sa formation. Alors effectivement, ça nous permet aussi de mettre à disposition pour un formateur et de mettre à disposition des documents, des liens à travers cette plateforme pour un apprenti, des apprentis ou autres. Donc c'est un premier niveau, je dirais,
d'échange de documents, de supports qui pouvaient être faits du CFA vers les apprentis. Aujourd'hui, cette application web est disponible dans l'ensemble des CFA du BTP. Et on a vu pendant cette période de confinement un regain de demande de formation à l'application et à la mise en place. Pour ma part, j'ai dû former pas loin de 150 formateurs qui représentent pas loin d'une dizaine de CFA ou d'organismes de formation à l'application. Donc ça, c'était une première demande qui a été faite suite à l'enquête. Et puis on a une grosse demande surtout sur notre plateforme LMS qui s'appelle Aptis. C'est une plateforme que nous avons conçue et là qui est en place depuis plus de 2 ans, alors qui fonctionnait de façon un petit peu à géométrie variable, on va dire, voilà, d'un CFA à un autre, il y en a qui se sont lancés dans la formation à distance, d'autres un peu moins, d'autres qui commençaient, d'autres qui tâtonnaient. Donc là, on s'est aperçu que cette période de confinement a vraiment boosté la demande. Et on a dû former par région. Alors on essaie d'avoir une approche régionale, c'est-à-dire que l'ensemble des CFA d'une même région ont généralement un hébergement qui est sur le numérique, qui est partagé. Donc il va falloir avoir une démarche régionale. Et donc on a mis en place notre plateforme LMS sur 5 nouvelles régions. C'est un travail assez considérable qui a été demandé de notre part. Et on s'est aperçu vraiment que là, on est sur un changement de paradigme pour les formateurs, hein, parce que là, ils découvrent en fin de compte une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler. On est quand même sur de la formation multimodale. Alors, effectivement, la plateforme LMS n'est pas une fin en soi. Il y a tout un travail qui est fait autour du présentiel enrichi. Là, effectivement, les modules qui ont été construits sont uniquement des modules qui sont liés à la formation du coup à distance. Et on a vu une augmentation vraiment importante du nombre de ces modules qui ont été construits. Le nombre d'utilisateurs aussi est totalement monté en puissance. Et le nombre de connexions, on était à, comme ça, quelques chiffres hein, pour vous montrer. On était avant le confinement à 25 000 connexions. Aujourd'hui, uniquement sur le mois de mars, on était à 82 000 connexions. Donc, vous voyez, une explosion des gens, une fois qu'ils ont été formés, effectivement, ils y vont. Et on a un retour aujourd'hui d'expérience. Les formateurs, effectivement, ont pris l'outil en main. Après une formation, ils ne peuvent pas utiliser l'application sans avoir suivi une formation au préalable. Et aujourd'hui, effectivement, on a des modules qui sont créés, des parcours qui ont été créés, des sessions de formation qui sont vraiment en grosse augmentation. On est passé de 2600 sessions de formation créées pour des groupes apprentis à aujourd'hui pas loin de 6000 sessions de formation. Donc c'est vraiment effectivement la grosse demande, l'information et la mise en place de plateformes LMS dans les centres de formation en cette période de confinement. On a aussi un autre petit applicatif qui s'appelle Sekilboss. Sekilboss, ça permet à des apprentis qui voudraient se lancer par la suite dans l'entrepreneuriat d'avoir des exemples, des cas de figure à leur disposition et de travailler de façon indépendante sur cet applicatif. Pascal, je vous en ai parlé tout à l'heure. En fin de compte, nous, vraiment, la grosse demande, elle a été sur nos 2 applications web, que sont NetParcours Alternance et Aptis. Alors aujourd'hui, effectivement, les CFA vont commencer à réaccueillir, entre guillemets, des apprentis. Le souci qu'on peut avoir, c'est la partie aussi liée aux évaluations, parce qu'il y a toute une démarche qui est mise en place par les CFA pour essayer d'accueillir les apprentis du mieux qu'ils peuvent dans les conditions qui sont les leurs actuellement. Et puis sur cette partie d'évaluation, effectivement, on a vu que pour bon nombre de diplômes, il y a des passés en évaluation continue, mais pour certains diplômes qui sont en CCF, certains CFA vont essayer de mettre en place des situations d'évaluation pour des gens qui seraient un petit peu en retard, entre guillemets, ou qui auraient été absents ou autres, pour pouvoir avoir une notation qui correspond au moment de la formation.
Voilà un petit peu où on en est, nous, au sein du réseau 3CA, pour cette période de confinement, avec vraiment un axe fort sur la formation des formateurs, sur toute la partie formation multimodale et utilisation d'une plateforme LMS. Merci Pascal. L'accompagnement de nos formateurs, un leitmotiv. On va passer donc maintenant à Jérôme qui va nous présenter ce qu'a mis en place le CNED. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Jérôme Villot, directeur adjoint du CNED en charge des apprentissages de la pédagogie et du numérique. Bien, alors le CNED est un acteur pure player, nous ne faisons que de la formation à distance, 100% de formation à distance. Donc pendant la période de confinement, les activités ont été maintenues pour nos 230 000 apprenants, qu'ils soient donc dans le domaine scolaire ou dans le public adulte ou étudiant. Pour mémoire, le CNED forme de la petite section de maternelle. Sur la slide que vous voyez, écrit grande section de maternelle, mais depuis on est passé à la petite section de maternelle, au master, en passant par la formation professionnelle, à la préparation au concours administratif, donc un portefeuille très très large. Le challenge au début a été plutôt de nous réorganiser très très rapidement en interne, puisque nous avons des centres à travers la France, donc nous sommes habitués à travailler à distance, et à travailler à distance dans nos locaux. Et la différence, c'est que nous avons des outils assez industriels, des outils un peu puissants, des réseaux un peu importants, et qu'il a fallu réorganiser l'activité en tenant compte des réseaux des uns et des autres, d'un éclatement assez fort et d'une mécanisation, la dispersion, on va dire, du personnel. Donc on est passé en mode commando dans les premiers jours pour se réorganiser rapidement, travailler sur nos réseaux. On avait effectivement très vite prévu une augmentation du trafic, et c'est ce que vous allez voir, on a eu une augmentation massive du trafic en mettant en place un certain nombre d'outils pour la continuité pédagogique. Alors, je vais prendre les pans, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'on a fait, quelques pans marquants, tout d'abord sur le domaine scolaire, ensuite rapidement sur le domaine universitaire, et enfin sur le domaine de la formation professionnelle. Alors, sur le domaine scolaire, j'entends en arrière. Pour l'enseignement scolaire, le CNED a déployé des plateformes que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Ma classe à la maison. L'idée a été de permettre, notamment lorsque les établissements scolaires ont fermé, de permettre aux élèves de pouvoir continuer leurs apprentissages à travers un certain nombre de parcours pédagogiques. Donc on a fait le choix de ne pas mettre des ressources en vrac, ce qui pour des élèves allait être extrêmement compliqué, mais de travailler sur des parcours qui permettaient chaque jour à des élèves d'avoir un certain nombre d'activités sur différentes disciplines. Parallèlement à ça, on a déployé un dispositif de classe virtuelle. Je vais en parler un tout petit peu plus loin, qui, dans les premiers jours, n'a été que très peu utilisé, puisque les enseignants devaient, dans un premier temps, reprendre leurs marques. L'ensemble du dispositif éducatif a dû reprendre ses marques. Et donc, le CNED a été une des solutions qui a été activée très rapidement. Le matériel pédagogique qui a été déployé sur ces plateformes, il est issu de nos parcours. On a extrait de nos parcours des dispositifs de formation avec des activités très variées, très majoritairement de l'interactivité, des vidéos interactives, du design motion, des animatiques, enfin un certain nombre d'éléments, évidemment également un peu linéaires à travers des PDF que l'on a pu déployer très rapidement. On a décidé également très rapidement, vu les volumes d'activités qui ont eu lieu, d'utiliser nos systèmes de classes virtuelles au-delà des périmètres de ce qu'il y avait dans les plateformes. Donc, les plateformes ont été ouvertes pour le collège, le lycée et l'école. Et face aux demandes, on a ouvert notre dispositif de classe virtuelle à la fois aux BTS qui le demandaient, aux classes préparatoires qui le souhaitaient. Ce dispositif a été ouvert dès le début du confinement, dans les tout premiers jours. Alors pourquoi a-t-on pu déployer des dispositifs aussi natifs et aussi rapidement? Parce que nous avions envisagé ce type de plateforme il y a quelque temps. Le CNED est très souvent sollicité lorsqu'il y a des crises, que ce soit des crises sanitaires, des crises climatiques. Alors on n'a jamais connu de crise sanitaire à cette échelle-là sur le territoire, mais à travers le monde, on en a connu un certain nombre. Par exemple, à partir de l'ouragan Irma, le CNED a dû intervenir et mettre en place des dispositifs. Donc on avait fabriqué aussi très rapidement
où au fur et à mesure des demandes, on s'était dit qu'il fallait qu'on mette en place des plateformes qui puissent être déployées très très rapidement. Et donc on a commencé à déployer ces plateformes en Chine notamment lorsque le coronavirus s'est déployé sur place. Alors quand je dis en Chine, on les a déployés pour les établissements français et étrangers qui le demandaient. Tout ça, ça a donné quoi? Ça a donné une utilisation assez massive. À ce jour, nous avons 2 100 000 familles connectées et 500 000 enseignants qui sont actifs, qui utilisent tous les jours cette plateforme. On a par jour environ 2 500 000 utilisateurs actifs sur les plateformes, avec des pics à 3 millions. Donc c'est-à-dire 3 millions de classes virtuelles, enfin 3 millions d'utilisateurs, et notamment qui utilisent la partie classe virtuelle, et on a un peu plus de 60 millions d'utilisateurs actifs depuis le début du confinement. Vous comprenez, je vais rejoindre ce que disait Thierry Kosselnack du CNAM, que effectivement notre DSI a dû beaucoup travailler pour pouvoir absorber ces charges. On a eu en tout et pour tout depuis le début du confinement un arrêt de service d'1 heure. Pendant 1 heure, sur la première semaine, et encore quand il y a un arrêt de service, c'est un arrêt de prise de rendez-vous sur la classe virtuelle, autrement tous les dispositifs ont fonctionné à plein et tout le temps. On a déployé, pourtant on utilise donc des plateformes. Hop, ça avait coupé, excusez-moi. Donc je disais, en utilisant des plateformes Moodle, nous utilisons en classe virtuelle Blackboard, nous utilisons également un certain nombre nos propres serveurs de streaming pour les vidéos, puisque nous avons également quelques milliers de vidéos qui sont à disposition. Donc voilà pour l'enseignement scolaire. Pour l'enseignement supérieur, le CNED travaille avec des partenaires universitaires. Nous déployons des formations avec un certain nombre de partenaires universitaires, essentiellement des licences, mais également des masters. Et donc nous avons travaillé avec ces partenaires pour l'organisation effectivement des examens. C'est un sujet qui est récurrent et qui devient de plus en plus prégnant, surtout dans la période là actuelle. Alors c'est déjà des discussions que nous avions, on travaille sur différentes solutions. Là on utilise la puissance de nos plateformes pour leur permettre de gérer non seulement nos étudiants communs, mais ça on le fait régulièrement, également leurs étudiants dans ces situations un peu particulières. Enfin, sur la formation professionnelle, nous avons également déployé un certain nombre de choses, alors souvent sous forme de partenariat ou de demande express. Par exemple, un partenariat avec la GFI, qui nous a demandé de pouvoir former très rapidement des chefs d'entreprise dans un cadre de perfectionnement en langue où les dispositifs classiques sur lesquels ils étaient s'étaient arrêtés. Nous avons également travaillé avec le ministère de la Défense. Nous sommes titulaires d'un certain nombre d'appels d'offres avec le ministère de la Défense. Et là, ils ont fait appel à nous pour pouvoir déployer très rapidement des dispositifs à distance. C'est l'armée de terre qui nous a demandé ça, concernant des séminaires qui sont habituellement organisés par Saint-Cyr et qui ne pouvaient pas avoir lieu, ce qui était évidemment problématique dans le cadre de la formation des militaires qui ne s'arrêtent pas. Sur l'appel d'offres Pôle emploi, sur lequel nous sommes également titulaires d'un certain nombre de lots, Pôle emploi nous a demandé de pouvoir déployer très très rapidement nos formations, plus rapidement que ce qui était prévu. Donc on a dû là aussi se réorganiser tout ça à distance très très vite pour trouver des solutions techniques pour pouvoir accueillir le maximum de demandeurs d'emploi. Et puis enfin, avec un certain nombre de CFA, nous avons passé également des partenariats, donc on a essayé d'ouvrir au maximum en fonction du nombre de CFA qui venaient vers nous, pour leur permettre d'utiliser les dispositifs de classe virtuelle de ma classe à la maison ou un certain nombre de ressources qui étaient disponibles. Puis nous avons également travaillé au déploiement d'un certain nombre de modules spécifiques qui ont été proposés à ces CFA. L'objectif étant de développer de plus en plus un certain nombre de partenariats autour de ces éléments-là. Aujourd'hui sur le pur distanciel, demain sur l'hybridation, c'est une des voies sur lesquelles nous travaillons très fortement avec des acteurs présentiels. La suite de tout ça, c'est probablement pour nous ce que l'on a pu constater. C'est-à-dire que pour l'organisation du CNED, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, on a pu constater très très vite que nous avions une demande très très forte de prise en main des outils d'une part, mais surtout de travail à la scénarisation et de travail à la mise en place de formations hybrides et de formations à distance. Et le CNED possède une école d'ingénierie de formation à distance, l'EFAD, qui était déjà beaucoup sollicitée, et là qui est énormément sollicitée. Et cette école
qui est une école d'application de la formation à distance, la formation hybride, aujourd'hui est en mesure de travailler à la fois sur du diagnostic et à la fois sur l'aide à la mise en œuvre de formation à distance pour des organismes de formation en présence. Donc probablement ce que l'on a vu, alors on a déployé un certain nombre de ces outils, vous avez peut-être vu passer quelques éléments qu'on a libérés, entre guillemets, qu'on a mis à disposition gratuitement sur les bonnes pratiques dans les classes virtuelles. On a travaillé à la mise en place à la fois de guides de bonnes pratiques et de méthodologie. Ces éléments-là peuvent être déployés sur l'ensemble de la chaîne de la formation à distance et de la formation hybride. Et on voit que probablement c'est vers ces éléments-là que nous sommes déjà très sollicités et qu'on va se déployer dans les semaines qui viennent. Voilà pour le CNED. Merci à tous. Merci Jérôme. Bien, on va terminer par Gilles qui va nous présenter les initiatives de France Université Numérique. Et on prendra peut-être quelques minutes à la fin pour traiter quelques questions parce qu'on a un tout petit peu débordé. Allons-y. Donc bonjour à tous, je suis Gilles Ben Saïd, je suis directeur de Fun Partenaire. Tout d'abord, France Université Numérique en quelques mots. France Université Numérique est initialement un GIP, un groupement d'intérêt public, regroupant près de 200 écoles et universités, donc une fonction sur l'enseignement supérieur. La mission du GIP est initialement de diffuser des MOOC gratuits, accessibles à tous, comme ceux du CNAM qui ont été mentionnés par Thierry Kostelniak. Il se trouve que le GIP a créé en son sein une filiale de droit privé, Fun Partenaire, ayant pour mission d'appuyer les établissements d'enseignement supérieur pour se positionner sur le marché de la formation professionnelle continue. C'est de l'ensemble de l'écosystème Fun, à la fois le GIP et la filiale dont je vous parlerai aujourd'hui. Fun dispose, pour planter un peu le décor, de 3 plateformes. Une plateforme qui se nomme FunMOOC, qui permet justement de diffuser des MOOC gratuits et ouverts à tous que j'évoquais initialement. Une plateforme Fun Campus à destination exclusivement des étudiants et une plateforme Fun Corporate dédiée à la formation professionnelle continue, qui est la plateforme notamment opérée par la filiale de droit privé Fun Partenaire. Alors, les leviers de la continuité pédagogique activés par Fun et leviers qui sont activés au service des établissements d'enseignement supérieur, ils sont au nombre de 5. Je vais les lister puis les détailler par la suite. Il y a tout d'abord eu de l'innovation via la diffusion de MOOC qui étaient autrefois archivés et qui ont été réouverts. En deuxième lieu, la mise à disposition des établissements d'enseignement supérieur d'outils de classe virtuelle sur la plateforme dédiée à l'enseignement supérieur et à leur public qui s'appelle Fun Campus. En troisième lieu, l'ouverture d'une plateforme de mutualisation et de partage de ressources de formation en ligne créées par les enseignants du SUP, par les enseignants-chercheurs. En quatrième lieu, un outil de bloc-notes collaboratif, largement ouvert à tous les publics. Et enfin, une diffusion de SPOC en termes de formation professionnelle continue, produit par les universités et qui ont bénéficié de financements ad hoc du type FNE Formation. Alors, je vais détailler ces différents points. Tout d'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a eu une hausse absolument exponentielle des plateformes de Fun. La fréquentation de la plateforme a connu une croissance forte, augmentation de 44% des nouveaux inscrits en mars et de 103% en avril. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'année 2019, en moyenne, Fun avait 165 000 inscriptions par mois sur des MOOC et on est passé au mois d'avril 2020 à 600 000 inscriptions sur des MOOC. Donc une très forte augmentation et qui, comme l'ont précisé les intervenants précédents, a constitué un véritable challenge pour les équipes techniques de Fun et qui sont parvenus à mettre à l'échelle la plateforme FunMOOC. Le premier élément donc, de continuité pédagogique, il a résidé dans la réouverture
de MOOC qui étaient archivés. En effet, un MOOC est destiné à jouer, à être diffusé un certain nombre de fois, et lors de sa diffusion, en temps normal, un MOOC est animé, c'est-à-dire que des forums sont animés et permettent des interactions à la fois entre les enseignants, mais aussi entre les apprenants. Et il y a des moments, par exemple, de classe virtuelle avec des échanges synchrones. Dans ce cadre absolument exceptionnel, on a été amené à rouvrir des MOOC qui avaient été archivés sans animation, sans attestation de suivi avec succès, mais qui constituaient des ressources académiques de qualité. Dans un premier temps, nous avons rouvert des MOOC portant sur l'appropriation du numérique éducatif, et cela à destination des enseignants-chercheurs. À titre d'exemple, on peut citer un MOOC de l'ENS de Paris-Saclay qui s'appelle « Enseigner et se former avec le numérique ». Voilà, un MOOC d'une université qui s'appelle « Classe éloignée en réseau », etc. Dans un deuxième temps, nous avons ouvert un très grand nombre de MOOC de divers établissements et sur des sujets excessivement larges, allant des ressources humaines à la finance, au langage informatique, etc. Au total, 250 MOOC ont été rouverts sur Fun, et c'est ce qui a rencontré dans ce plan de continuité pédagogique opéré par Fun au nom de ses membres, c'est-à-dire les universités et les grandes écoles, un succès extrêmement important et qui explique cette augmentation très forte du nombre d'inscrits et d'inscriptions. À noter, hein, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des personnes qui se sont connectées à Fun pour la première fois et qui ne faisaient pas du tout partie des publics habituels de Fun. Donc on a vu aussi une sorte d'élargissement de la sociologie des publics allant suivre des MOOC de l'enseignement supérieur diffusés par Fun. Deuxième point, nous avons donc mis à disposition des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitaient assurer cette continuité pédagogique des outils de classe virtuelle. Nous avons mis à disposition deux outils distincts. Un premier outil qui s'appelle Global, qui a été qui permet en fait de maintenir des classes virtuelles pour de petits effectifs jusqu'à un maximum de 40 apprenants. Et donc on est sur un format ressemblant un peu à un format de travaux dirigés. Global existait déjà dans l'écosystème Fun, c'est l'outil classe virtuelle qui est associé à nos MOOC. Il avait été créé dans le cadre d'un projet retenu au titre de IDEFI numérique. Et donc l'idée a été là de proposer Global comme outil de classe virtuelle à des universités, à des grandes écoles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certaines universités disposaient déjà, et c'est le cas du CNAM, comme l'a exposé Thierry Kostelniak, de leurs propres outils de classe virtuelle ou avaient déjà des licences. D'autres n'en avaient pas ou avaient une limitation financière quant à l'acquisition de licences. Et Global, dans ces cas-là, a constitué une solution. Nous avons répertorié 20 établissements utilisateurs. Autre élément, nous avons créé, de manière là, sans réinvestir un outil déjà existant, mais de manière complètement ponctuelle dans ce contexte des crises sanitaires et des enjeux de continuité pédagogique qui étaient associés, un outil de classe virtuelle susceptible d'accueillir des effectifs beaucoup plus importants. Cet outil a été développé avec la start-up OmniLive. Il est opéré également sur notre plateforme Fun Campus. Il présente la particularité pour les enseignants-chercheurs qui veulent continuer à assurer par ce canal-là des cours à destination d'effectifs importants d'étudiants, de permettre un système de double vue, c'est-à-dire que l'apprenant peut choisir entre du face caméra permettant de voir l'enseignant-chercheur et ou une vue d'un support de cours diffusé sur un écran. Cet outil OmniLive est aujourd'hui en cours d'appropriation. Il y a des améliorations techniques, notamment en termes de convivialité de l'outil, qui sont en cours. Ceci dit, il alimente, et on le verra après, un espèce de flux principal d'outillage de France Université Numérique en termes de continuité pédagogique. Pour poursuivre
pour poursuivre cette présentation, deux autres éléments au service de la continuité pédagogique ont reposé d'une part sur une plateforme de mutualisation de ressources pédagogiques qui s'appelle Je contribue, et puis sur un outil de type bloc-notes. Alors, Je contribue, c'est vraiment une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui a été confiée à Fun, et c'est une plateforme où les enseignants-chercheurs, des universités notamment, peuvent déposer des ressources en ligne sous différents formats. Il peut s'agir de PDF, de Word, de PowerPoint ou de vidéo, en vue d'une mutualisation avec leurs collègues des autres universités. Dans son organisation, la plateforme a la spécificité de s'appuyer sur un répertoire structuré à l'identique de la structuration de l'offre universitaire avec les filières, les mentions universitaires, les licences, les masters, etc. Par ailleurs, nous avons créé, et là aussi, enfin mis à disposition en tous les cas, et là aussi de manière très réactive, un outil de type bloc-notes qui est mobilisable par les apprenants. C'est un éditeur de texte en ligne collaboratif et en temps réel. Il permet un travail donc collaboratif entre les enseignants et leurs étudiants, voire les étudiants entre eux. Et pour mentionner un exemple extrêmement opérationnel, il permet par exemple de co-construire un devoir entre plusieurs étudiants à partir d'un sujet donné par un enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur peut se connecter à différents moments de la construction conjointe de ce devoir et formuler des observations, des conseils, etc. Cet outil a été créé de manière complètement spécifique dans ce contexte de crise sanitaire. Pour finir sur cette gamme de services en termes de continuité pédagogique proposée par l'écosystème Fun, sur le dispositif de formation professionnelle continue, Fun, et plus particulièrement sa filiale Fun Partenaire, sur la plateforme dédiée à la formation professionnelle continue Fun Corporate, a diffusé des formations en ligne des universités. J'ai mentionné là un exemple qui est celui de l'université Côte d'Azur, éligible à un financement spécifique qui est celui du FNE Formation. Ce parcours portait en l'occurrence sur l'intelligence artificielle et sur le big data. Et ça illustre aussi une des missions de Fun qui consiste à accompagner les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de leur positionnement sur la formation professionnelle continue, notamment, et sur la formation, exclusivement même sur la formation professionnelle continue, en ligne bien évidemment, dans le cadre de SPOC. Si on essaye pour l'avenir de capitaliser sur ce que nous avons appris dans ce contexte spécifique, d'une part, on ira sans doute vers la pérennisation de l'accès à des MOOC archivés ouverts sur certains contenus au moins. On voit que la demande de services mutualisés auprès des établissements d'enseignement supérieur est forte et qu'elle sera sans doute probablement amenée à se pérenniser, soit via des services de type classe virtuelle pour certains établissements d'enseignement supérieur, et puis peut-être plus généralement via cette plateforme de mutualisation qui s'appelle Je contribue, diffusée sur Fun Ressources. Et en dernier lieu, bien évidemment, la mission exercée par Fun Partenaire en termes d'appui des universités et autres établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de leur positionnement sur la formation professionnelle continue est amenée à se renforcer et à perdurer. Voilà. Merci Gilles. Merci à vous cinq, parce que ce n'était pas évident de faire le timing. On a débordé juste de 4 minutes. Donc je ne sais pas, Catherine et Aurélia, si on prend 2 ou 3 questions. Oui, bien sûr. J'en ai vu passer quelques-unes. Alors, on peut changer effectivement d'affichage et à ce moment-là, voilà, on a les quelques questions qui ont été relevées dans le chat par Aurélia. Donc, je vous propose de les prendre, Aurélia, si vous voulez les choisir. La première question, peut-être, qui aborde les problématiques de décrochage, d'équipement, en fait, les questions de connexion, de littératie numérique, quelque part aussi, ont été un peu abordées dans la précédente webconférence avec les APAPP. Je ne sais pas si l'un de vous cinq veut répondre.
Oui, moi je veux bien répondre sur Virginie Lassalafpa, je veux bien répondre sur la problématique du décrochage. C'est très clair que le séisme qu'a été ce confinement a entraîné des problématiques pour les stagiaires. Certains n'avaient pas d'ordinateur ou avaient des ordinateurs qu'ils devaient partager au sein de la famille, comme on l'a vu, hein, parce qu'il y avait aussi l'école à la maison. Et donc, les formateurs se sont adaptés. Ils ont utilisé beaucoup le téléphone dans les cadres de décrochage. Ils ont maintenu un lien, même si ils ont essayé et accompagné des stagiaires qui étaient en grande difficulté pour se connecter. Ils les ont accompagnés au téléphone pas à pas. Et ils ont, dans la mesure du possible, maintenu le lien. Alors, il faut être clair sur 2 mois, sur des formations qui sont des formations basées sur un geste professionnel technique qui se réalise sur un plateau, dans un atelier. Il n'est pas possible de tenir la continuité pédagogique pendant 2 mois. On l'a tenu quelques semaines avec des contenus intéressants, mais ensuite on a fait le choix d'interrompre les formations pour pouvoir les reprendre le 25 mai. Merci Virginie. Du coup, tu réponds en partie à la seconde question aussi, qui s'adressait peut-être aussi du coup au secteur du BTP, Pascal. En fait, je ne sais pas si Pascal, tu veux ajouter quelque chose sur finalement la question de la formation à distance et du geste technique. De toute façon, l'un ne va pas remplacer l'autre, parce que c'est clair et net. Hein. Sur la formation à distance, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on a aussi proposé des modules en réalité virtuelle. Mais bon, pour pouvoir jouer ces modules, il faut être équipé. Donc, on revient au même souci qu'évoquait Virginie juste avant sur le fait d'avoir des jeunes qui soient équipés. Ce n'est pas le cas. Nous aussi, on a eu ce retour d'expérience des CFA avec des jeunes qui, effectivement, ont tous un smartphone, un téléphone portable, mais n'ont pas de tablette ou de PC attribué ou c'est le PC de la famille. Et ça rend vraiment difficile le travail de formation à distance, du coup. Donc là, quand on parle de relance de l'apprentissage, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce volet-là, peut-être équiper les futurs apprenants d'une tablette ou de choses comme ça qui permettraient de faire ce travail correctement à distance. Et pour revenir sur le volet du geste professionnel technique, effectivement, rien ne remplace le chantier, rien ne remplace la situation de travail pour effectuer le geste professionnel technique. Même si on travaille aujourd'hui de plus en plus, alors je réponds un petit peu peut-être à la question d'en dessous, si je la comprends dans ce sens-là, sur le fait de la validation des formations via le digital. Il y a beaucoup de formations sur l'habilitation électrique ou autre, hein, même sur le... Alors, il n'y en a pas trop sur l'incendie, mais ça viendra. Qui sont mis en place via des dispositifs de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Aujourd'hui, ça ne remplacera jamais le geste professionnel technique. Ça permet quand même à un apprenant de prendre des décisions, d'être autonome, de ne pas gaspiller du matériel ou autre, mais ça ne remplacera jamais la situation concrète du jeune sur un chantier avec son environnement, ses contraintes, l'interface avec les autres corps d'État en situation. Ça, la formation à distance ne le remplacera jamais. Donc, effectivement, il faut bien les deux. Au niveau du CNED, sur cette question-là, c'est évidemment un sujet qu'on a en permanence, parce que, on le dit, à la fois on est pure player et à la fois on développe de plus en plus de partenariats autour de l'hybridation. Sur des gestes techniques très précis, effectivement, les vidéos sèches permettent un certain nombre de choses. Les vidéos interactives permettent d'aller déjà beaucoup plus loin avec différents angles de vue. Réalité augmentée et réalité virtuelle, on travaille avec un certain nombre de partenaires sur le sujet. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un intérêt, pour peu que sur un certain nombre d'éléments, on puisse être dans de la pratique, c'est-à-dire avoir en plus un élément matériel qui permet la reproduction du geste. On voit par exemple avec la coiffure, qu'on voit également dans les... Donc ça, à distance, on peut quand même gagner beaucoup de cran. Hein. N'empêche que le stage va permettre d'aller beaucoup plus loin, mais on peut gagner beaucoup de cran. Dans la partie hybridation, ce que l'on voit, et on a été assez surpris de ces demandes, les premières demandes en hybridation sont venues sur le fait que le CNED pouvait travailler sur l'enseignement général. Mais très très rapidement, on est venu sur la partie technique.
pour justement qu'en atelier ensuite, on gagne beaucoup de cran, c'est-à-dire qu'on ait une capacité à travailler, que tous les éléments de base, que la compréhension de base ait été faite pour qu'effectivement on soit dans des mises en situation beaucoup plus poussée et beaucoup plus fine. Et on voit que c'est quelque chose qui est en train de se développer en ce moment, très nettement. Du coup, si on traite, merci. La dernière question, tu veux, oui? Oui, je voulais, au niveau du CNAM, très brièvement, effectivement, pour éviter le décrochage, on a le CFA du CNAM qui a organisé un prêt d'ordinateurs portables aux apprentis. Et donc, ce qui fait que 100% des apprentis ont pu suivre tout ce qui a été mis à distance. Et sur la partie gestes professionnels, je rejoins ce qui a été dit sur les pistes, le travail sur la réalité virtuelle. Là, aujourd'hui, ce sont des appareils qui ne sont pas encore diffusés dans le grand public, mais on atteint des prix qui font qu'on peut commencer à regarder des usages de formation sur des gestes pédagogiques. On travaille avec des partenaires qui effectivement ont des très belles réalisations en termes même de suivi, de traces des gestes et de voir la progression d'une personne qui simule des gestes. Merci Thierry pour ce complément. Du coup, on va terminer peut-être par la dernière question qui est dédiée, consacrée plus aux personnes plus fragiles, vraiment très éloignées en fait de ce dispositif pour des questions soit de langue, là on évoque le FLE dans la question, soit en fait de littératie numérique. J'ai entendu parler de Cléa notamment tout à l'heure. Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Écoutez, là aussi, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, pas complets en tout cas, mais une partie pour effectivement les allophones. On a un certain nombre de dispositifs qui existent sur lesquels nous faisons des tests. Actuellement, alors je vous ai parlé tout à l'heure de ma classe à la maison, qui est un dispositif que nous avons déployé récemment. Mais il existe tout un autre type d'application, notamment je pense à Jules, qui est un chatbot avec un avatar, qui permet justement de retravailler sur un certain nombre d'éléments de base et d'acquisition de base. Et nous faisons des tests actuellement avec des publics allophones qui utilisent ça sur leur smartphone. Et pour l'instant, on a un succès assez fort. Alors c'est vrai que c'est une première étape, ça ne permet pas d'avoir accès à l'ensemble. C'est une étape quasi préalable, ou en tout cas parallèle, et qui ne permet probablement pas d'avoir accès à l'ensemble des formations, enfin qui donnent des résultats avec des smartphones, et c'est des dispositifs qui sont relativement légers, qui ne nécessitent pas de smartphones extrêmement puissants, et l'application tourne sur de nombreux systèmes. Donc voilà, c'est un des premiers éléments. Quant au public qui ont des difficultés effectivement avec le digital, ou qui ont des difficultés d'accès au digital, des zones blanches, effectivement dans la période actuelle c'est la plus compliquée. C'est un des sujets que nous avons en permanence au CNED, puisque à chaque fois qu'on va, 100% de nos formations sont diffusées en numérique, mais on est souvent obligé d'avoir une double chaîne de fabrication en reproduisant un certain nombre d'éléments sous format papier, qui sont un média très pratique, mais qui touchent un certain nombre de publics qui sont particulièrement demandeurs. C'est vrai que dans la période actuelle, ça n'a pas pu être déployé parce que ça suppose de la livraison, des livraisons de colis papier qui soient jouables sur l'ensemble du territoire. On le voit quand on déploie, notamment dans les pays étrangers, c'est systématiquement une double offre qu'on est obligé de mettre en place avec une offre numérique et une offre papier. Alors pour compléter, l'AFPA a remis en ligne ces MOOC, FLE et FLI à destination donc des personnes en apprentissage. On a parlé tout à l'heure de l'appel d'offres aussi Pôle emploi, qui est arrivé un peu plus rapidement vu la situation, où l'AFPA justement a obtenu certains lots, donc ceux du FLE et de Cléa. Donc on travaille vraiment sur la mise à disposition du numérique pour des publics en plus grande difficulté. Durant la période de confinement, les migrants qui étaient hébergés à l'AFPA sont restés à l'AFPA. On a distribué des tablettes
On leur a distribué des tablettes pour qu'ils puissent suivre des formations, continuer à se former et être en contact durant toute cette période de confinement qui s'est passée à l'intérieur des centres AFPA. Donc on est vraiment dans une démarche d'aller vers ces publics et ces populations les plus fragiles en réfléchissant beaucoup à notre pédagogie et en mettant à disposition pour eux des outils et des formations. Merci Virginie. Je crois qu'on va peut-être arrêter là, ce sera peut-être le mot de la fin, parce qu'on a déjà débordé de 15 minutes. Effectivement, comme dit une personne dans le chat, la pédance au digital, c'est incroyablement développé, même contrainte. Donc effectivement, oui. On a tous vécu une situation un peu exceptionnelle et particulière dans laquelle on voit bien, vous l'avez tous dit, tous les 5, qu'en fait, il n'y a pas juste les outils, les ressources, mais que l'accompagnement des formateurs à tous ces nouveaux usages est extrêmement fondamental et que voilà. Donc, on vous remercie tous pour votre participation, votre témoignage, et puis on vous invite à répondre au sondage là sur le déroulement de cette webconférence. On vous dit à très bientôt pour une prochaine webconférence. Merci à tous. Quelqu'un qui passe en mode plein écran, les webcams. Alors, j'essaye de changer d'affichage, voilà. Donc, je vous emmène sur l'affichage de conclusion. Alors, j'invite tous nos participants encore connectés à la salle à bien vouloir cliquer sur le lien qui apparaît en haut, donc dans le premier chat, voilà, et qui leur permettra donc d'accéder au questionnaire d'évaluation qui est très important donc pour le FFFOD. Donc pour avoir un retour sur les webconférences qui sont organisées mensuellement. Donc sachant que je crois, Aurélia, pour le mois de juin, il n'y en a pas de prévu et que par contre les webconférences sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube du FOD.